Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle French Touch, le mouvement de BPI France en faveur des industries culturelles et créatives. Donc toute la journée ici se succèdent des discussions sur nos secteurs culturels et créatifs, comme la mode, le jeu vidéo, le cinéma. Et aujourd'hui, donc là à l'instant, on va commencer la discussion sur les alternatives aux matières animales et polluantes dans la mode. Et je laisse la parole à Clément. Bonjour à tous, donc bienvenue à cette table ronde dédiée aux alternatives sur aux matières animales et polluantes dans la mode, qui sera suivie par une petite session de Q&A. Donc comme vous le savez, l'industrie de la mode est dans le top 5 des industries les plus polluantes, et ce notamment dû aux matériaux qui sont utilisés. Plusieurs alternatives ont été développées pour répondre à cette demande croissante d'une mode plus éthique et durable. On peut notamment citer le cuir de synthèse, le cuir végétal, les fibres recyclées ou le textile issu de la biotechnologie. Mais pourtant, aujourd'hui, on sent quand même que c'est une industrie qui a des difficultés à adopter toutes ces nouvelles technologies. Et donc tout cela face à un paradoxe d'une demande du consommateur pour une mode plus durable, des innovations qui existent et des industries qui ont des difficultés à les adapter. On peut se demander pourquoi cette mode durable n'est-elle pas encore une réalité. Pour en discuter, on aura donc le plaisir d'accueillir Christine Goulet, qui est fondatrice de Sustainable, et Heikel Balti, qui est fondateur de Faircraft. Je vous donne la parole, Christine, peut-être pour commencer, pour un mot d'introduction sur qui vous êtes et ce que vous faites. Super, merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici avec vous. Vous pouvez entendre, j'ai un petit accent américain, donc désolé en avance, mais ça fait 15 ans depuis que j'habite en France, donc ça va encore avec le français. Alors, ça fait depuis 2006 que je travaille dans le mode responsable, donc c'est assez longtemps. Ici à Paris, j'ai travaillé chez Kering pendant 6 ans dans le département de développement durable. Et après, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Pangaea. Je ne sais pas si vous connaissez Pangaea, où j'ai lancé leur business B2B. Et actuellement, je suis à mon compte. Je travaille encore avec des marques de luxe, avec des innovateurs, avec beaucoup d'innovateurs qui travaillent avec des nouvelles matières qu'on va discuter aujourd'hui. Et j'ai passé beaucoup de temps aussi avec le cuir, parce qu'il y a un grand impact environnemental avec le cuir qu'on va discuter tout à l'heure. Donc, merci. Heikel, je te donne la parole. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Heikel, je suis cofondateur et CEO d'une société qui s'appelle Faircraft. Chez Faircraft, on reproduit du cuir en laboratoire, c'est-à-dire qu'on part d'une petite biopsie de peau animale, on vient en extraire les cellules d'intérêt, on multiplie ces cellules et on fait en sorte qu'elles reproduisent de la peau in vitro. Et cette peau ensuite on la tanne pour en faire du cuir. C'est une société qu'on a créée en 2021. Peut-être pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que Christine, tu pourrais nous présenter un peu les grandes alternatives justement à ces matières animales qui existent aujourd'hui dans la mode? Oui, bien sûr. Alors, on est en train de voir beaucoup d'innovations tout au long de la chaîne de valeur, donc dès les matières premières jusqu'à la fin de vie. Et en fait, si on regarde un peu l'écosystème, on a la section où on a le plus de startups, c'est vraiment dans les matières premières et surtout dans le cuir alternatif. Et aussi, tout ce qui est circulaire, c'est un peu plus difficile quand on est au milieu de la chaîne d'approvisionnement parce que les marques n'ont pas le pouvoir de travailler très bien, même pas la visibilité parfois, de vraiment travailler en partenariat avec leurs fournisseurs. Donc, ce qu'on voit, si je les mets dans 3 grandes lignes, ça serait tout ce qui est circulaire. Donc, comment les marques peuvent réutiliser les fibres comme le coton recyclé ou le polyester recyclé, comment ils peuvent utiliser leurs propres déchets, même avec le cuir. Ça se fait avec un start-up français qui s'appelle Authentic Materials, qui a aussi un des start-up de BPI, où ils peuvent prendre les chutes de cuir, peuvent faire des nouveaux objets pour la maison, pour les boucles de ceinture, les choses comme ça, avec le cuir recyclé. Dans le deuxième ligne, il y a tout ce qui est plutôt biosourcé. Donc, les innovateurs qui essaient de ne pas utiliser de fossil fuels. Donc, comment ils peuvent réduire tous les inputs qui viennent de fossil fuels. Et le troisième, comme vous avez dit, c'est sur tout ce qui n'a pas d'animal, pas de produits d'animaux. Alors, il faut aussi signaler que le côté animal, c'est pas toujours lié à le développement durable environnemental.
c'est aussi une question morale, éthique. Parfois, il y a des matières qui euh, sont produits d'animaux, mais c'est aussi avec le fossil fuels ou le plastique. Donc, il faut aussi voir qu'il y a une distinction assez complexe entre ce qui est animal free et ce qui est fossil fuel free et aussi recyclé. Donc, j'espère que ça aide un petit peu, mais on voit des fibres différentes, on voit des teintures nouveaux tout au long de la chaîne. Et justement, Michael, je rebondis un peu sur ce dernier point. Faircraft, enfin, tu as créé la société Faircraft qui fait du cuir in vitro. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer davantage ce que fait Faircraft justement avec ce nouveau cuir? Oui, complètement. Donc, c'est une société que j'ai créée donc, avec César, mon associé cofondateur qui est juste là. Donc, on est parti du constat que bon, l'industrie de la mode, c'est une des industries qui pollue le plus. Et au sein de cette industrie, c'est finalement les matières premières qui représentent 70% de l'impact environnemental finalement voilà, de cette verticale. Donc on s'est dit, bon, si on n'adresse pas cette problématique en fait, des matières premières en apportant des matières premières qui sont plus efficaces d'un point de vue environnemental, on aura du mal à réduire l'impact de cette industrie. À partir de là, on a regardé, on s'est rendu compte que la matière qui polluait le plus, c'était le cuir. Le cuir, c'est une matière qui est très appréciée, qui est très intéressante de par ses qualités esthétiques, de durabilité, mais c'est aussi une matière qui pollue énormément, qui pose des problèmes éthiques pour une part croissante de la population. Donc à partir de là, on a réfléchi donc avec César, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on pourrait reproduire ce qu'on aime dans un cuir, à savoir le toucher, le ressenti, la performance, les aspects aussi d'artisanat qu'on retrouve autour, et pour le faire de façon plus propre. Et donc c'est comme ça qu'on a eu cette idée finalement de recréer de la vraie peau sans avoir besoin de tuer l'animal. Et donc à partir de cellules prélevées sans faire de mal à l'animal, donc sur sa peau. Ouais, et justement, pour aller encore un peu plus loin sur ce panorama, est-ce que Christine, tu pourrais un peu nous dire quels sont les grands avantages et inconvénients de ces nouvelles matières par rapport à du cuir conventionnel, notamment je pense en termes de prix, d'avantages carbone comparatifs et peut-être aussi de propriétés esthétiques et physiques? Oui, bien sûr. Comme Michael vient de dire, il y a vraiment un grand impact environnemental. Pendant que j'étais chez Kering, je ne sais pas si vous connaissez le compte-rendu environnemental de Kering. Ça vous dit quelque chose? Non? C'est très intéressant parce que c'est une façon d'avoir une comptabilité, une méthodologie de comptabilité pour les impacts environnementaux. Donc, chez Kering, ils sont en train de mesurer tout ce qui est lié à l'usage de terre, l'usage d'eau, la pollution d'eau, la pollution d'air, les GHGs. Comment est-ce qu'on dit GHGs en français? C'est Gaz à effet de serre. Oui, ça. Voilà. Et donc, c'est très intéressant. Vous pouvez même aller sur le site et voir comment c'est fait et où sont les impacts les plus importants, même par géographie, par type de matière et tout. Et on voit avec le cuir, c'est vraiment, comme elle a dit, un très grand impact, particulièrement à la base de l'élevage où il y a beaucoup d'usage terre et beaucoup de GHG release. Gaz à effet de serre. Ouais. Exactement. Voilà. Donc, avec les nouvelles matières, c'est très important. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est en train de vraiment monter. Alors, c'est parce qu'il y a des marques qui ont des objectifs de développement durable qui sont très ambitieux. C'est même pas possible qu'ils vont jamais achever ces objectifs sans avoir des nouvelles matières comme le cuir alternatif. Deuxième, il y a aussi les nouveaux réglementations. Comme le EUDR, qui est une nouvelle régulation contre la déforestation. Avec le cuir, en fait, les vaches et tout, ils sont nourris avec du soya qui viennent de l'Amérique du Sud, qui ont un fort impact à la déforestation. Donc ça commence à avoir une implication, ainsi que tout ce qui est CSRD, si vous connaissez tout ça, qui est en train de vraiment faire peur à toutes les marques qui n'ont jamais collecté tout ce data avant. Troisième, il y a aussi un problème pour la chaîne d'approvisionnement à niveau changement climatique. Il y a des nouvelles risques, il y a la terre qui change, l'air, l'eau qui n'est plus là, qui était là avant. Donc, vous allez voir dans tous les secteurs qui sont vraiment liés aux écosystèmes et à la nature,
qui sont en train de bouger, de voir comment ils peuvent s'adapter à ce qui est en train de se passer avec le changement climatique. Donc, beaucoup de choses qui sont en train, et aussi on va discuter tout à l'heure, mais aussi les attentes consommateurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui poussent les marques à faire ce changement. Au niveau des choses qui sont pros et cons, ou les choses... c'était quoi le mot que Avantages, avantages et inconvénients. Avantages, merci, désolé. Pour les avantages, alors, ils peuvent avoir une touche qui est vraiment pas. Souvent, c'est pas exactement comme le cuir, mais c'est très intéressant parce que c'est une matière innovante. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent on ne peut pas juste dire que c'est le cuir, c'est pas un cuir alternatif, c'est une nouvelle matière. On n'a même pas le droit, avec la législation, de l'appeler le cuir parce que c'est un peu comme le champagne. On ne peut pas appeler quelque chose le champagne si c'est pas de la région. Mais il y a une touche qui peut être très innovante, différente. Il y a des effets avec lumière ou les couleurs qui sont avec une imprimante qui peuvent être vraiment différentes de ce qu'on voit normalement avec le cuir. Donc on a on peut ouvrir les yeux un petit peu aux possibilités. Et bien sûr, l'impact, c'est beaucoup moins souvent. Il faut faire l'analyse de vie, de cycle de vie pour être sûr. Mais normalement, l'usage d'eau, l'usage de terre, ça réduit le carbone, tout ça. Donc, côté impact, c'est beaucoup mieux. Il y a le côté aussi souvent, mais ça dépend de solution, mais c'est pas lié à tuer une vache. Donc, tout ce qui est bien-être animal, ça peut être beaucoup, beaucoup mieux aussi. De l'autre côté, je pense qu'on a aussi des challenges niveau prix et performance esthétique parfois qu'on va aussi aborder pendant cette discussion, qui est une des raisons pour laquelle on ne voit pas beaucoup de solutions, pas encore, sur le marché, parce que ça prend du temps pour achever les échelles où le coût c'est plus bas, où ça peut réussir à avoir la même performance qu'un cuir, qui est une des meilleures matières qui existent dans le monde en termes de performance. Donc tout ça, on est vraiment au début. Si on regarde par exemple Lycra, qui est une matière qui a été développée par DuPont, ça prend 30 ans. Normalement, ça prend 30-40 ans pour développer une nouvelle matière. On est un peu pressé dans la mode et on dit on veut l'avoir dans 2 ans. Et ça prend du temps, le R&D. Mais Hackett, tu connais bien. Mais Je connais ça. Ouais. Surtout sur le cuir in vitro. Enfin, si tu peux un peu nous en parler, si on comprend bien, c'est vraiment un cuir qui a les mêmes propriétés que le cuir traditionnel de vache. Ouais. En fait, si on prend un pas de recul, le cuir, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une peau. Au départ, c'est une peau d'animal qu'on prend, on vient la tanner. Donc finalement, c'est-à-dire qu'on vient retirer les poils, on vient retirer les corps gras. On vient aussi faire en sorte de rendre cette matière imputrescible, c'est-à-dire qu'on vient l'assécher et on fait en sorte de créer des liens chimiques entre les différentes fibres de collagène, etc., qu'on retrouve finalement dans cette peau. Nous, c'est ce qu'on reproduit, mais en laboratoire. C'est-à-dire que ces cellules, elles sont là qu'on prélève, on les démultiplie, on vient les semer sur un support, un peu comme des graines sur un champ, et on fait en sorte que ces cellules se mettent à produire à leur tour des fibres de collagène, d'élastine. À la fin du processus, qui nous prend à peu près 1 mois, on a donc une matière qui est une peau cultivée en laboratoire, qu'il faut ensuite tanner. L'avantage, c'est qu'en fait, on retire beaucoup des étapes de tannage, parce que le tannage, en fait, ça reste une procédure qui peut être polluante. Mais justement, on a beaucoup travaillé pour faire en sorte d'utiliser beaucoup moins d'eau et faire en sorte aussi d'utiliser beaucoup moins de produits chimiques en fait, dans le process. Et justement, Christine, tu as un peu abordé le sujet, mais on se demande un peu si et comment les groupes de luxe et les grandes marques s'emparent du sujet. Est-ce que peut-être vous auriez quelques exemples d'initiatives concrètes qui pourraient exister aujourd'hui? Oui, bien sûr. Depuis que je travaille dans l'innovation de la mode, c'est vraiment depuis 2017 où il y a un accélérateur à Amsterdam qui s'appelle Fashion for Good. Peut-être vous connaissez qui a été lancé. Et Kering était le premier partenaire. Et ça, c'est un accélérateur qui réunit beaucoup de marques et des innovateurs pour travailler ensemble, pour développer des pilotes et des projets. Ça peut être pas que des matières, mais ça peut être le digital, etc. Donc,
quand j'ai commencé en 2017, c'était plutôt les startups qui étaient les académiques, très techniques, les gens qui viennent de sortir de laboratoire, qui avaient de la propriété intellectuelle, mais c'était très, très early stage. C'était comme les gens qui étaient en train de faire la teinture, qui n'ont jamais vu a dye house, maison de teinture, Ouais. un truc comme ça. Donc, c'était vraiment pas très professionnel à ce point-là. Et ce qu'on a vu depuis 2000, je pense que j'ai un rapport que je viens d'écrire sur le sujet de nouvelles matières, mais depuis 2017, je pense, on a vu qu'il y a une augmentation de 400% de startups qui sont en train de travailler sur les matières. En ce moment, je pense que pour le cuir alternatif, il y a peut-être près de 100, un truc comme ça, Ouais, c'est possible en qui regardant les sont... différentes verticales Oui. techno. Ouais, effectivement. Donc, ça devient vraiment un écosystème plus sophistiqué, plus mature. Il y a beaucoup plus de choix maintenant pour les marques, qui est aussi assez difficile parce qu'il faut savoir, les marques peuvent être un peu, ils n'ont pas tous les ressources internes pour traiter des choses très techniques, très scientifiques. Ils commencent à avoir des chimiques, des biologistes et tout ça, même dans les marques de mode. Donc, ça, c'est intéressant. Et d'avoir des centres. Il y a chez Kering encore, il y a un centre pour le cuir, il y a un centre pour les nouvelles matières, Material Innovation Lab. Donc, il y a vraiment un écosystème en train de se mettre en place pour aider à accélérer toutes ces solutions. Mais maintenant, il faut aussi pas que accélérer la fondation, mais aussi d'essayer de les pousser pour que ça soit plutôt à l'échelle et plutôt dans le mainstream. Et justement, on sent que du coup, comme vous le dites, il commence à y avoir des initiatives, les groupes de luxe commencent à s'emparer du sujet, mais on sent qu'il y a quand même encore un petit blocage. Quels seraient, d'après vous, les verrous qui seraient peut-être à casser pour que ces alternatives puissent vraiment être en fait, offertes à la consommation de masse, même si ça reste du luxe, mais je veux dire qu'elles soient vraiment déployées par ces groupes de luxe? Je pense qu'un des premiers aspects, c'est la capacité à appréhender finalement l'innovation. Si on parle d'une autre industrie qu'on peut rapprocher un peu de la mode parfois, l'industrie de la cosmétique par exemple, c'est une industrie dans laquelle on a l'habitude en fait d'intégrer de l'innovation, de travailler avec des boîtes qui font de la R&D et d'intégrer ensuite ces solutions dans des produits finis. Disons que c'est moins la tradition en fait dans l'industrie de la mode. La bonne nouvelle, c'est que, comme tu le disais, Christine, il y a beaucoup de maisons, beaucoup de groupes qui se structurent, dans lesquels, quand on a commencé en 2021, il y avait finalement pas beaucoup de points d'accroche, et où finalement maintenant il y a des équipes entières qui sont capables en fait d'appréhender ces nouvelles solutions, de tisser le lien finalement entre des sociétés qui sont parfois très axées sur la technologie, et ensuite des profils en interne, des décideurs qui sont parfois très créatifs, qui sont là pour parler du ressenti, du toucher, des émotions, et donc voilà, qui sont capables maintenant de créer le pont entre les deux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Après, voilà, il y a d'autres, verrous. Il peut y avoir le verrou du prix dont on a parlé, parce que finalement, une nouvelle technologie coûte cher au départ. Donc il faut être en mesure en fait, de l'accompagner en étant à même en fait, finalement, de payer un peu plus cher des matières. Il y a d'autres aspects qui peuvent être l'acceptabilité, on va dire, au sein des marques, mais aussi dans le grand public. Au sein du public, on va dire, du client final, on observe finalement qu'il y a une assez bonne acceptation finalement des nouvelles matières, et des études de marché qui dépendent aussi un petit peu des régions. En Asie, par exemple, on est très ouvert sur un certain nombre de nouvelles matières. Dans d'autres régions, on va être peut-être un peu plus tradit. Mais en tout cas, de façon assez générale, il y a une assez bonne acceptation. Peut-être, comme tu connais bien le monde corpo, peut-être que tu peux regarder aussi. Comme tu connais bien le monde corpo, peut-être que tu peux regarder aussi donner ton avis de ce point de vue-là. Oui. Alors, de quel point de vue? Sur les verrous un peu à casser. Ouais. Oui, alors le prix. Le prix, c'est toujours un problème. Alors, il n'y a personne qui veut payer plus, ni les marques, ni les consommateurs pour l'instant. Donc ça, c'est un problème. Et il faut avoir plus de réglementations qui peuvent aider. En ce moment, on a beaucoup de réglementations sur le data, le reporting et tout ça. Mais il faut avoir aussi des subventions, une réduction d'impôts, une réduction dans le tarif et tout ça pour les matières qui sont meilleures que les matières traditionnelles. Donc ça c'est très important. Je pense qu'un des blocages qui est très important aussi, c'est que
les marques travaillent dans les silos. Donc, avec une chose comme une nouvelle matière, il faut avoir le designer, il faut avoir l'acheteur, il faut avoir le merchandiser, il faut avoir quelqu'un de l'impact qui peut aussi voir, il faut avoir quelqu'un du marketing. Donc, ça prend vraiment toute l'équipe pour aider, même pas juste aider un petit peu. C'est dur, l'innovation et tout ce qui est R&D et scientifique. Il faut vraiment pousser ensemble dans une équipe qui est multidisciplinaire pour que ça marche. Je trouve que ça, c'est difficile. Et souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que pour faire ces nouvelles technologies, il faut changer la chaîne d'approvisionnement. Il faut changer, il faut investir dans les nouvelles machines. Il faut travailler avec le fournisseur d'une façon qui prend du temps, qui a des coûts. Et parce que par rapport à la cosmétique où ils font tout ça à l'interne, ou automotive, ils font tout ça à l'interne, comme j'ai dit un petit peu avant. Avec la mode, tout est outsourcé. Donc, une marque, le luxe, c'est un peu mieux, mais sinon, une marque, il connaît le fournisseur qui livre le produit final. Il ne connaît pas qui a fait le tissu, qui a fait le fil, d'où ça vient le fibre. Donc, c'est très difficile quand il y a des technologies qui sont en amont dans la chaîne d'approvisionnement de voir comment ça peut marcher pour la marque. Et souvent, les fournisseurs là, ils veulent voir que c'est le marché qui demande et qui vont payer. Donc, ça crée un décalage qui est assez difficile à surmonter. Mais maintenant, ce qu'on est en train de faire, comme j'ai dit avant, en 2017, c'était un peu avec Fashion for Good, par exemple, les marques avec les innovateurs. On voit qu'il faut mettre des fournisseurs aussi dans le triangle très, très vite, très, très en amont de tout le process pour qu'on puisse. C'est le fournisseur qui a l'expertise de comment utiliser les matières. Donc, il faut vraiment mettre tous ensemble. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, ouais, effectivement. Ouais, et peut-être, est-ce que vous pensez aussi qu'il faudrait une certaine standardisation de l'information dans le secteur, que ce soit vis-à-vis du consommateur, mais aussi vis-à-vis des marques, pour faire un peu le tri entre tout ce qu'il y a, et aussi peut-être une certaine labellisation ou certification. Enfin, tout à l'heure, vous disiez que le cuir, en fait, de synthèse n'était pas reconnu comme du cuir. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il faudrait une certaine standardisation, des labels peut-être, pour déverrouiller On la a chose? assez de labels. S'il vous plaît, plus de certification, plus de labels. On a trop. Je pense que les consommateurs sont déjà un peu. Mais qu'est-ce que c'est? Mais Non, c'est vrai qu'on voit beaucoup de labels, beaucoup de référentiels différents. Donc c'est vrai que c'est assez dur, entre guillemets, à digérer pour des personnes du métier. En tant que consommateur, c'est vrai qu'on a assez peu de compréhension. Donc peut-être qu'il y aurait peut-être plutôt besoin de consolidation sur voilà, une façon de véhiculer le message de façon peut-être plus claire. Mais en tout cas, voilà. je pense qu'aussi avec la traçabilité, on a moins besoin de certification en fait. Donc dès que vous avez la vision ou quelque chose qui peut tracer ou le blockchain qui met en place toute cette chaîne avec la documentation, on a moins de besoin de ça. Mais ce qui est compliqué, je trouve, et qui ralentit un petit peu, c'est que les gens qui travaillent dans le département de marketing ne savent pas forcément comment parler de ces technologies qui sont assez scientifiques. Tu as très bien expliqué d'une façon pour que tout le monde puisse comprendre ici un peu la technologie, mais je connais des marques où ils ont testé quelque chose, tout était très bien passé, et jusqu'à la fin, où il y avait l'équipe marketing qui a dit on ne sait pas comment faire ça, on ne le lance pas. Et justement, ça me donne une bonne perche, parce qu'on a pas mal parlé de toutes les marques et de ce que eux en pensent, mais le consommateur dans tout ça, où est-ce qu'il se place? Justement, est-ce qu'il y a un certain travail d'évangélisation qu'il faudrait faire, peut-être de la part des marques, donc notamment les équipes marketing dont tu viens de parler, peut-être aussi de la part de ces fournisseurs de matériaux, je pense là pour le coup plus à Faircraft. J'entends par là qu'on a en tête par exemple Gore-Tex, qui a réussi à créer en fait une propre marque de matériaux. Voilà, où est le consommateur dans tout ça? Qu'est-ce qu'il en pense et comment aussi le convaincre pour adopter ces nouveaux matériaux? Je pense qu'il y a un principe qui s'applique à plein d'industries différentes dans lesquelles on essaie de faire des choses de façon plus éco-responsable. C'est que faire mieux d'un point de vue environnemental, ça ne doit pas être une punition. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut que les produits soient désirables
Et donc en fait, je pense que faut, on travaille beaucoup pour faire les projections d'impact environnemental, utilisation d'eau, impact CO2 équivalent, etc. C'est très important. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin, bah, c'est une émotion quand bah, le consommateur final vient, prend le produit, le touche, etc. Donc je pense qu'en fait, c'est vraiment le point principal à retenir sur la position du client vis-à-vis de ça. Après, effectivement, il y a... Ouais. Ouais, non, justement, comment tu arrives à recréer un Ouais. peu ce rêve parce que c'est un matériau qui vient un peu de l'industrie technologique et biologique. Et pour une industrie du luxe qui est plus une industrie de désir, comment justement tu arrives à retransmettre Ouais. ce rêve au consommateur? Bah, finalement, ça dépend. L'industrie du luxe, c'est une industrie finalement dans laquelle il y a des habitudes, des traditions qui sont très différentes en fonction des maisons, en fonction des groupes. Il y a certaines maisons, certains groupes qui nous disent bah, finalement, si vous venez nous voir avec nos propres codes, ça va pas trop nous plaire parce qu'en fait, on vient chercher des éléments différenciants. Et un élément qui est très important, c'est qu'on parle beaucoup de la génération Z. C'est une génération pour laquelle finalement les valeurs sont extrêmement importantes. C'est une génération pour laquelle la marque a moins d'importance. C'est une génération qui peut créer ou détruire finalement une marque, une société en quelques heures, quelques jours. Et c'est donc une catégorie de population qui fait extrêmement peur bah, finalement à ces entreprises de l'industrie de la mode. Pour le luxe, par exemple, on estime que d'ici à 2035, ça représentera à peu près 40% de l'assiette de clients. Donc c'est vrai qu'il faut venir leur parler avec des codes qui comprennent, quoi. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Et je pense qu'il ne faut pas parler de sustainability, il faut parler de l'innovation, en fait. Parce que j'ai fait un peu de recherche et tout le monde parle d'un premium pour le sustainability, mais en fait, il y a les études qui montrent qu'il y a une liability, qu'est-ce qu'on dit ça? Liability? Durabilité. Liability, non, une Euh, liabilité? Responsabilité, c'est ça? OK. OK. Pour le sustainability, donc les consommateurs pensent historiquement, peut-être c'est en train de changer, que si c'est sustainable, c'est plus cher et c'est moins performant. Mais si c'est quelque chose qui est innovatif, nouvelle technologie, ils sont plus intéressés. Il y a une population plus importante qui est intéressée par ça. Et ils sont plus flexibles en disant « Ah, c'est le V1, ça ne va pas être parfait, mais je suis un early adopter, je suis au début de ça et c'est OK pour moi si ce n'est pas parfait. Et ça fait du sens si c'est plus cher parce que c'est une nouvelle technologie. » Donc, je pense que ça, c'est un angle qui est peut-être plus puissant parce qu'on a vu depuis des années qu'un premium pour la sustainability ou d'essayer d'éduquer, c'est un peu fatigant pour le consommateur. C'est pas très drôle. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser de côté innovation? Ouais, je suis assez d'accord, effectivement. Comment est-ce qu'on donne envie plutôt que de s'appuyer sur une espèce de culpabilisation. Voilà, donc c'est prendre un angle peut-être plus positif. Et c'est vrai qu'encore une fois, on parle par exemple du luxe en général. Il y a des verticales, typiquement l'horlogerie, sur lesquelles en fait ça se voit assez bien. Dans l'horlogerie, de façon assez traditionnelle, on va pas mal mettre en avant les technologies. Et donc c'est vrai que c'est des éléments qui parlent pas mal quand on parle avec des entreprises horlogères, quoi. L'horloge tourne malheureusement et j'ai encore beaucoup de questions, mais ça sera peut-être l'occasion de les aborder l'année prochaine ou même au We Are French Touch qui aura lieu fin novembre. On va passer aux questions du public. Est-ce que certains parmi vous auraient des questions à poser à notre panel? Bonjour, donc moi c'était pour Aikel. Vous en êtes où de Faircraft? Est-ce que vous vendez déjà le produit ou c'est encore en cours de test? Ouais. On s'est créé en 2021. En 2021, on avait littéralement un demi-bout de bureau de laboratoire de paillasse. Depuis, en fait, on a eu la chance de lever des fonds, recruter une équipe d'une vingtaine de personnes avec des scientifiques, des ingés notamment. Et en fait, ça nous a permis vraiment de travailler sur les matières, de développer des matières. Ça nous a permis aussi de travailler sur les procédés de fabrication. Parce qu'en fait, on est sur des procédés de fabrication qui, au départ, n'existent pas. On n'a malheureusement pas trouvé de société à laquelle on pouvait toquer pour acheter des machines prêtes en même temps de fabriquer de la peau in vitro à grande échelle. Donc il a fallu qu'on développe nous-mêmes les process.
Là, on est à une étape où finalement, on a des labos où on continue d'améliorer les matières. On a une unité de production qui nous permet de produire des matières et d'avoir des relations avec les marques. On produit encore dans des petites quantités parce qu'on travaille toujours sur les procédés pour les rendre plus efficaces, notamment du point de vue du coût. Mais ça nous permet quand même d'avoir des relations avec des marques, de co-développer des matières, de travailler en fait sur des collections de capsules, etc. On est en train de travailler avec des marques justement pour sortir des produits. Et vous faites du cuir lisse, grainé. Enfin, après, chaque marque peut adapter du coup et avec un moule, tamponner le truc pour la. Effectivement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on parle du cuir, mais en fait, c'est plein de cuir avec des espèces différentes, des touchés, des ressentis différents. Et donc, nous, on a justement cette capacité à créer justement des expériences qui sont variables parce qu'on maîtrise tout le process. Donc, effectivement, on peut avoir des cuirs qui se rapprochent plutôt du daim, des cuirs qui se rapprochent plutôt du pleine fleur. Voilà. Et ça vous permet aussi du coup d'imiter différentes qualités de cuir. Mettons Hermès qui utilise, on va dire, le meilleur du cuir. Est-ce que vous pouvez vraiment copier exactement ce type de cuir? L'idée, c'est pas seulement de copier, mais c'est même de faire mieux. Parce qu'encore une fois, si on est ISO, en fait, c'est parfois difficile de convaincre le consommateur. Donc l'idée pour nous, c'est de faire encore mieux sur des aspects de toucher, de ressenti, de composition, de respirabilité, de différents paramètres. Merci beaucoup. On va devoir clôturer la table ronde, mais on aura encore un petit moment pour poser des questions après. Je tenais à vous remercier de vous être déplacé et d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Et merci au public également d'être venu. Vous pouvez scanner le QR code qui permet en fait de retrouver le rapport que Christine a écrit justement sur tous ces nouveaux matériaux et ce qui vous permettra d'aller plus loin. Et pour le reste, restez ici. Il y a une prochaine table ronde qui arrive sur les expériences LBE dans quelques minutes. Merci à tous. Merci. Merci.